Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce cours d'hébreu avancé. Je suis en meilleure forme aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Je vais partager mon écran avec vous pour que nous puissions continuer à travailler sur le texte que nous avons commencé la dernière fois. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Alors, du coup, Alors, on avait commencé je vais recopier du coup le début même du texte, comme ça, les deux premières lignes. Hop, hop, hop. Alors, je vais mettre ça sur une autre page, comme ceci. Tac. On va agrandir un petit peu le texte. Donc, Vayikra al Moshe Elohim be'arbaim hashana latzet bnei Yisrael me'eretz Misraim. Donc, Elohim appela Moïse, ou sur Moïse, la 40e année du sortir des fils d'Israël d'Égypte, de la terre d'Égypte, du pays d'Égypte. Alors après ça, il faut que je mette la suite du texte. Donc, dans le 11e mois, pop, 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 voilà, et on était rendu là, on avait attaqué la ligne 2. Voilà. Ça, il faut que j'augmente la taille du... J'ai copié ça à côté. Ça, c'était la ligne 1. La ligne 2, je vais la remettre là. Hop là. Donc, le 11e mois, donc B, Echad la Chodesh, le premier du mois, les morts en 10 ans. Et là, on avait discuté si c'était Hakahal et Kol Haeda, est-ce que c'était l'assemblée avec toute la congrégation, ou plutôt Hakhel et Kol Haeda, donc, c'est-à-dire convoque, rassemble toute la congrégation et monte El Har Nebo sur le mont Nebo. Voilà, c'est là qu'on en était. Et on s'en était arrêté là, si je me souviens bien. Hein, c'est ça, hein, on en était là. Très bien. Alors, on continue à lire le texte. Du coup, attendez, je vais mettre ça un peu plus haut pour faire un peu de place sur l'écran. On va mettre ça en hauteur. On va mettre ça en dessous. Tac. Ça, c'était la ligne 2. Je vais rajouter le chiffre 2 avant, qu'on se souvienne que c'était la ligne 2. Et ça, éventuellement, je vais dire que c'était la ligne 1, qu'on s'en souvienne aussi. Voilà. Et puis, du coup, on va lire la fin de la ligne 2, on va attaquer la ligne 3. Et donc, vous vous souvenez que c'est un découpage par ligne et pas par verset. Donc, du coup, ce qui peut expliquer qu'effectivement, d'une ligne sur l'autre, la phrase n'est pas forcément finie. Hop, voilà, je vais coller ça ici. Comme ça, on aura déjà la ligne 3. Très bien. Hop, 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 3. Ok, alors, donc on a les ici, Har Nevo, le mont Nebo. Alors, vous avez proposé Naboo, hein, Naboo, c'est évidemment, c'est un nom, Nebo et Naboo, c'est en fait probablement la même racine. C'est un nom que vous retrouvez en Mésopotamie, hein, Nabucodonosor, etc. Naboo, c'est un nom divin mésopotamien, donc effectivement, c'est pas surprenant qu'on le retrouve ici. On reste dans le monde sémitique. Qui veut nous lire les premiers versets, les premiers mots, pardon, qui suivent? Ok, on vous écoute. Activez votre micro. Bon, déjà dans le premier mot, je le connais, la On a dit racine. de lire, non? Hein? Je décris d'abord. Je le connais, la racine Ain, Med, Mem et Dalet. Je ne sais pas si Ouais, c'est Ahmad, ouais, mais ouais, avant, il y ouais, a la conjonction, peut-être, veut. ouais, c'est ça. Donc, il y a un shva juste en dessous. Alors, un Ensuite, cheval sous le vav, ouais, c'est ça. le va. Ensuite, bon, après, je ne saurais pas vocaliser le Ahmad. Mais peut-être à la fin, il y a un kamet sous le taf pour faire la terminaison ta. Ouais, ta, qui Position. correspondrait à quoi, cette terminaison? C'est quoi? Féminin. Féminin.
Ouais. Mais alors, en fait, si tu veux, tu reconnais la racine. Bon, ça veut dire quoi? Est-ce que pour toi, c'est un verbe, par exemple? Euh, ouais, peut-être. Parce que, Enfin, est-ce que c'est un, tu dis, parce que oui, tu vois, tu veux un A à la fin. D'accord, mais donc tu as la racine Ahmad et puis tu as le tav. Donc ce tav, ça correspond à quoi? Si tu penses que c'est un terme féminin, on peut imaginer, hein, effectivement, hmm, Amida, par exemple, et donc Amidat à l'état construit. Pourquoi pas, hein, on peut tout à fait imaginer que le tav, ce soit un tav du féminin, mais il y a encore un A derrière. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. ok. Non, non, je pense pas que ce soit un verbe. Donc, ok, j'en sais rien, monsieur. Ok, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? Non? Personne? Alors en fait, c'est bien un verbe. C'est un verbe. Mais bah, voilà, il faut chercher quelle conjugaison ça peut être. Quand vous avez un verbe, si vous dites, admettons que ce soit un verbe. C'est un verbe Euh, catal. Pardon? C'est un verbe catal, non? Ça peut être un vecatal, bien sûr. Parce qu'il y Donc, a le verbe avant et puis ouais, ouais, absolument. Alors, après, je admettons, pense à, pour le hé de la fin, je pense à comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà? J'ai pas le mot en tête. Euh, non, monsieur, j'ai plus le mot en tête, mais je pensais à quelque chose, mais j'ai plus le mot en tête, en fait. d'accord, ok. Alors, si c'est un vecatal, donc on a ve et ensuite on a catal. Donc, si je veux vocaliser Ahmad comme si c'était un catal, quelles sont les voyelles à mettre? Un kamet sous Ouais, le aïn, ouais, un patar sous le même. très bien, Donc, du coup, on aura un jva sous le dalet. très bien, ok. Ahmad. Et alors, ce ta, alors qu'est-ce que c'est au catal? Si vous conjuguez au catal, le ta, ça correspond à quoi? Vous voulez Au féminin. au Non, 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 féminin, non, c'est mais pas le féminin. Non, excuse-moi. alors peut-être il faut que je ressorte les tableaux de conjugaison si c'est un petit peu, si vous êtes un peu rouillé. C'est la Euh, deuxième personne du singulier. et oui, regardez, je vous rappelle les conjugaisons, la conjugaison du catal, hein, catalti, catalta, catal, catal, catla, voilà, catalnou, cataltem, catalten, catlou. Et donc vous avez la finale, c'est ti, ta, te, rien, a, nous, tem, ten, ou. Donc, si vous regardez votre catalogue de post-formantes, le ta, c'est la deuxième masculin singulier. Vous voyez? Donc, catalta. Mhm. Donc, on se dit, très bien, j'ai un ta, c'est donc deuxième masculin singulier. Dans le tav, il faut penser à mettre le dagesh. Amadta. Alors, normalement, du coup, l'accent tombe ici. Amadta. Sauf que comme on a un vécatal, sur le vécatal, l'accent a tendance à descendre. Et donc, on va Donc, il dire va aller sous le ta. Oui. amadta. Voilà, c'est ça. Pour le vécatal, ce n'est pas systématique, mais en général, normalement, D'accord. l'accent va descendre sur la dernière syllabe. Alors donc, sinon, voilà, ve'amadta, c'est juste un vécatal, deuxième masculin singulier, tout à fait classique. Ce qui peut vous surprendre éventuellement, c'est d'avoir une mère de lecture, et à la fin, qui n'est Monsieur, pas est-ce que fréquente. ça correspondrait pas à un hé paragogique ou dans ce genre-là? Non, non, c'est juste une mère de lecture. Vous finissez par un son A, vous mettez un Hé. Ça se trouve dans la Bible hébraïque, hein. Vous l'avez de temps en temps. Un Hé paragogique, tu sais, ça ne veut rien dire. En plus, un Hé paragogique, ça veut dire qu'il est ajouté à la fin. Excusez-moi, Oui. est-ce que ça pourrait pas être un complément féminin qui se rapporterait à Aïda et tu la placeras. Ah, tu la placeras elle. Oui, Alors du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, on tombe dans la question des pronoms suffixes. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Non, mais C'est- monsieur, si c'était vraiment le pronom suffixe féminin, il n'y aurait pas un dagesh aussi dans le hé pour montrer que c'est le pronom un suffixe, pic, il faudrait mais mettre un avec un verbe. Alors oui, bien sûr, si on dit que c'est un suffixe troisième féminin singulier, il faut mettre un apic dans le hé. Tout à fait. Là, tu as raison. Mais euh, effectivement, techniquement, c'est possible, hein. On pourrait imaginer, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que non seulement on a
Catalta. Bon, là, j'ai pris l'exemple avec Catalti, mais imaginez que c'est Catalta à la place. Voilà, vous avez Cataltini, Cataltiha, Cataltir, Cataltihu, Cataltiha, Cataltiha, etc. Donc, vous pouvez effectivement mettre un pronom suffixe troisième féminin singulier derrière la conjugaison. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait effectivement le verbe amad, amad-ta, amad-taha, quelque chose comme ça. Et donc, il faudrait effectivement vocaliser amad-taha. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Amad, c'est être debout. Donc, si c'est la mettre debout, la dresser, on peut imaginer, avec effectivement l'antécédent haeda, qui est du féminin. Mais sauf que du coup, ça ne peut pas être du cal, puisque le verbe amad au cal est un verbe d'état. Hein, c'est se tenir debout. Ce n'est pas un verbe transitif. Ce n'est pas un verbe où je tiens debout quelque chose. Si je veux tenir debout quelque chose, il va falloir que je passe au piel ou au ifil, selon la conjugaison. Alors, on peut regarder d'ailleurs, est-ce que regardez, voyons voir dans le dictionnaire. Attendez, je vais mettre ça là. Hop. Est-ce que le verbe amad existe dans un sens causatif? Voilà, on voit que ça existe au ifil. Vous voyez, donc il existe au cal ici, donc qui veut dire voilà se tenir debout, etc. Et donc ensuite derrière, effectivement, mettre debout, tenir debout, placer, on le trouve au ifil et au ophal. Voilà. Donc du coup, je peux le faire, mais à ce moment-là, je vais devoir le mettre au ifil. Alors là, j'ai un problème, c'est que si je veux le mettre au ifil, eh bien, il me manque le he de la préformante du ifil. Bon, vous voyez, il y a une longue entrée là dans le dictionnaire de Klein sur le verbe amad. Je vois qu'ils ont largement développé ça. Bon, bref. Mais si vous voulez, ce serait possible si on avait donc le ifil. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un he ici. Et voilà, et on aurait he mid. Et du coup, on aurait, je vais vous mettre la conjugaison, rappeler la conjugaison, c'est-à-dire qu'au ifil, vous voyez, vous avez hiktalti, hiktalta, donc on aurait he ematta, quelque chose comme ça. Bon, et donc du coup, il nous manque le. Je vais laisser ça là. Il nous manque du coup le he du ifil. Donc, s'il avait existé au piel, pourquoi pas? Alors sinon, il faut supposer qu'il est au piel et que c'est la première attestation de ce verbe au piel. Ça peut toujours, il y a toujours une première fois, il faut bien. Mais disons que ce n'est pas la solution la plus simple. Donc, avant de partir dans une solution qui consiste à dire on va inventer un piel, enfin en tout cas, on va supposer qu'on a découvert une conjugaison au piel de ce verbe. Bon, il y a une solution plus simple, c'est de dire le he, c'est juste une mère de lecture. Et ça arrive, y compris dans la Bible. Quand je dis dans la Bible, je veux dire dans le texte massorétique, disons dans la Bible massorétique, vous avez de temps en temps comme ça la pasformanta qui est notée avec une mère de lecture. Ce n'est pas le plus courant, mais c'est même assez rare, mais ça existe. Là, on se dit, bah voilà, on est dans un cas où le scribe a voulu mettre un he comme mère de lecture. Ça arrive. Donc, ve amatta, tu te tiendras alors debout. Hein, puisque donc c'est un V-catal, donc c'est la succession logique dans le futur. Ve amatta, tu te tiendras debout, tu te tiendras alors debout. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on peut le. Excusez-moi, j'ai encore une question. Oui. Si l'accent porte sur la dernière, est-ce qu'il ne faut pas changer la vocalisation du haïn? Oui, très juste. Effectivement, le haïn doit tomber. Et donc, du coup, on risque d'avoir la voyelle d'avant qui remonte. Ouais, va amatta. Mais cela dit, le ton ne descend pas toujours. Mais c'est une très bonne remarque. On va regarder si ça se produit ou pas avec le verbe amad. C'est l'avantage d'avoir d'avoir des logiciels. On cherche le verbe amad. Et est-ce que j'ai une façon de dire. Attendez, je me souviens plus de la syntaxe pour dire qu'on veut avoir un verbe consécutif.
Ouais, le verbe consécutif, il a que le vayitol, je pense. J'ai l'impression qu'il n'a pas noté. Bon, le problème, il va nous sortir toutes les occurrences. Alors, on va dire la deuxième personne, Amata. Alors voilà, on l'a ici, voilà. Hein, Ve Amata. Bah, tu vois, voilà, pourtant, ça ne bouge pas. Le ton est bien descendu. Hein. Bah, d'ailleurs, en plus, Ve Amata Bahar, donc tu te tiendras sur la montagne. On est un peu dans un contexte similaire. Alors que pour le thème, ça change très bien. Quoi. Oui, c'est ça, pour Amatem, bien sûr, pour Amatem, va Amatem, etc. Ouais. Je regarde, voilà, va Amata. Là encore, l'accent est tombé, mais vous voyez qu'ici, justement, on a mis un frein. On a préféré mettre un frein plutôt que de descendre le ton. C'est pour ça que je voulais vérifier, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait supposer donc ce phénomène, c'est-à-dire, si je le refais au ralenti, hein, j'étais un peu vite tout à l'heure, mais c'est-à-dire de dire le fait que le ton descend, l'antéprétonique doit tomber, donc on devrait mettre un schwa. Comme c'est une gutturale, il faut colorer le schwa. Comme on a deux schwas mobiles qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. Donc ça, c'est le mécanisme classique. L'autre solution, c'est de dire non, on va le garder, quitte à mettre un... Alors, où est-ce qu'il est, ce petit accent? Je vais regarder je me souviens plus, sur mon site internet. Alors, j'ai les claviers. Ah, c'est égal. Le signe égal. Ah oui, il y a même une erreur, je crois. J'avais repéré qu'en fait, c'est égal tout court, je crois, et pas majuscule égal. Il y a une histoire comme ça. Ah non, c'est bien majuscule égal. Non? Ah oui, je suis pas repassé en hébreu. Si. Ah, je comprends pas. Alt plus égal, pardon. Alt plus égal. Comme ça. Voilà. Donc là, vous mettez un méteg. Hein. Méteg, ça veut dire frein en hébreu. C'est le mort que vous mettez dans les chevaux, les freins pour freiner le cheval. Et donc, vous avez précisément, il sert précisément quand on veut maintenir une voyelle qu'on serait tenté de faire tomber, en disant non, on va la garder. Et donc, on met le méteg. Voilà. Donc, effectivement, la solution, c'est de le garder comme ça. Et apparemment, dans la Bible, effectivement, on a choisi de garder de ne pas faire ce déplacement, cette chute de voyelle suite au déplacement du ton. Ve amatta, donc tu te tiendras alors. On continue? Pour là, je pensais à un Shema, un Shin déjà. Oui, c'est un Shin. Oui, les lettres, on les lit bien, hein, Shin, même He, mais la question, c'est comment tu lis ça? Déjà, c'est un Shin, donc il y a un point à droite. Ah oui. Alors, si c'est un Shin, sinon ça pourrait être un Sin aussi, mais voilà, mettons un point à droite, ensuite, admettons. Un Vav en dessous. Non, pas un Vav, un Shva. Ouais. Avec ensuite sous le même Kametz. D'accord. Et Shema, c'est quoi alors pour toi? C'est son nom? Non. Voilà. Avant de vocaliser, il faut savoir qu'est-ce que vous lisez en fait. C'est-à-dire la vocalisation, c'est la conséquence de ce que vous avez compris. Donc, Pensez à Shema comme Shema Israël. Shema Israël, c'est le verbe shama avec un aïn. Shema. Donc, écoute, c'est un impératif du verbe shama. Shema Israël. Donc, c'est écoute Israël. Donc là. C'est pas le nom, monsieur? Le nom? Shem. Alors, Shem, oui, Shem. Mais du coup, admettons que ce soit Shem le nom. Donc, et tu te tiendras, non, Shem, mais alors le A, ça correspondra à quoi? Un suffixe pronominal, par exemple. Hein. Tu peux dire, je vous remonte le tableau des suffixes pronominaux, tu peux dire très bien, je prends mon substantif, Shem, et je viens lui mettre un pronom suffixe, troisième féminin singulier. Hein. Sous le cheval, sous ça, son cheval à elle.
Donc, on pourrait dire Shema, Shem plus, et on va mettre un… Ça, on peut dire ça. Mais au niveau du sens, et tu te tiendras alors son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est aussi ça le problème. Donc, il faut peut-être chercher autre chose. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, c'est Cham, en fait. Alors, Cham. Alors, l'autre Shamma. possibilité Shamma. est de lire Cham. Ouais, vous connaissez Cham? Vous vous souvenez? Cham, ça veut dire là. Si vous ne vous souvenez pas, je vais vous montrer. Voyez, ici, dès Genèse chapitre 2, verset 8, Vayasem Cham et ha-Adam, il plaça là l'être humain. Voyez? Et donc, vous avez Cham tout seul, mais là, il y a un He à la fin. Ça peut correspondre peut-être au… Non. Enfin, je dis n'importe quoi, mais au He de direction, non? Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait le He de direction. Je vais vous montrer, je ne sais pas comment le chercher ici. Comment on dit ça? Il faut peut-être mettre lui dire que… Attendez, je vais mettre juste en toutes lettres. Shama, je vais mettre les lettres. Shama en toutes lettres. Voilà, ici, Shama. Vous voyez, vous avez jamais rencontré cet adverbe Shama? Donc, Sham, c'est là. Shamma, c'est là-bas ou quelque chose comme ça. Avec, effectivement, on peut l'interpréter comme un A de direction. Et donc, c'est très fréquent, hein, Shamma. Vous voyez? Donc ça fait… Donc ça, c'est un terme très fréquent. Donc, on se dit, OK, c'est Sham. Avec le A de direction derrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'en réalité, il y a un dagesh dans le même. Et là, et le… Vous voyez, non, le dagesh, c'est un peu particulier. C'est un peu… voilà, c'est exceptionnel. Il ne devrait pas y avoir de dagesh normalement. Alors après, on peut toujours essayer d'interpréter en disant que en fait, c'est une racine géminée. Sauf que si c'était une racine géminée, normalement, on devrait avoir un patar et pas un kametz. Et on garde le kametz quand même. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une racine géminée. Bon, après, c'est un cas un peu unique dans la Bible. Il faut le voir comme une exception. Surtout, il faut la prendre comme ça. Shamma, ça veut dire là-bas. Donc, Shamma, c'est un adverbe de lieu. Il le plaça alors. Non, pardon, tu te tiendras alors là-bas. OK? Ensuite, quand je vois le prochain mot, je pense à toi, ton nom personnel, Atta. Atta, très bien. Tu le vocalises comment? Atta avec un kametz sous le taf, avec un dagesh à l'intérieur. C'est ça. Atta, donc toi. Donc, et tu te tiendras alors là-bas, sous-entendu sur le mont Nebo, donc. Toi. Ensuite. Ça vous dit quelque chose, le premier mot de la ligne 3? C'est Elazar. Hein, en fait, ah oui, Elazar. Quand vous avez des mots assez longs comme ça, voyez, vous dites il y a quand même beaucoup de lettres dans ce mot. Donc, quand il y a beaucoup de lettres dans un mot, il faut évidemment essayer de décomposer. Alors, le vav, d'accord, ça peut être la conjonction de coordination, mais même là, vous avez quand même 5 lettres. Et même si la première, c'était, admettons, une préformante, vous avez quand même encore 4 lettres. Et là, la fin, ce n'est pas une postformante, etc. Donc, là, vous ne pouvez pas dire, ah bah, les 3 du milieu, c'est la racine. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc, en fait, il faut chercher des mots plus longs ou des mots composés.
En l'occurrence, c'est un nom propre, Elazar, qui est lui-même composé de El, qui est El, hein, le dieu El, qui s'appelle El, ou Dieu tout court, et puis Hazar, la racine Hazar, qui veut dire secourir, aider. Donc, Elazar, c'est évidemment un prénom courant dans la Bible. Si vous cherchez, vous allez le trouver quand même assez régulièrement dans la Bible. Vous voyez, Elazar, Exode 6, 23, Elazar ben Aaron, la Carclo, etc. Donc, Éléazar, c'est l'un des fils d'Aaron. D'accord? Donc, ma foi, on va mettre V, El, Hazar. Et donc, au niveau de la vocalisation, ce n'est pas très compliqué. Voilà, V, El, Hazar. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la vocalisation? Rien de particulier. Bon. Non, écoutez, c'est assez simple. Donc, je vous dis la racine Hazar. C'est El plus Hazar, tout simplement. Alors, le dieu El, normalement, c'est un saint serré. Mais là, comme il est en syllabe fermée à tone, il y a un petit déplacement de timbre, vous avez un ségol à la place. Donc, toi, Ata, V, El, Hazar. Toi et Éléazar. Et puis, du coup, la suite. On peut imaginer la suite Ben, fils. Donc, ça. avec un dagesh à l'intérieur et tiré sous le Ben. C'est ça, Ben, fils. Et après, on peut deviner qu'après, ça doit être un nom aussi. Un nom, comment on appelle ça? Un nom propre. Aharon. C'est ça, c'est ça. Aharon. C'est ça. Donc, ça fait un kametz sous le Aleph. Aharon. Pata sous le He. Et ensuite, on a le Vav, après le Resh, c'est la vocalisation phonème plein et le Nun final. Ouais, c'est ça, Aharon. Alors, là, il y a quelques petits problèmes. Par exemple, d'abord, quelle est la syllabe qui va être accentuée? Par défaut, c'est la dernière. Donc, par défaut, c'est Aharon. Bon. La voyelle qui précède, c'est un son A. Il est en syllabe ouverte, non accentuée. Par défaut, c'est un kametz. Donc, on va plutôt mettre un kametz, même si c'est un A primitif. Avant, si vous avez l'antéprétonique, et même si c'est un son A, elle va tomber. Et donc, vous allez avoir plutôt tendance à l'écrire comme ça. Ça, c'est si vous avez un A primitif là. Si au contraire, vous n'avez pas de A primitif, c'est-à-dire que si au contraire, ce que vous aviez, c'était un shva primitif, parce que c'est aussi l'autre possibilité, c'est de dire en fait, j'avais primitivement Ahron, voilà, Ahron, et là, c'était un shva qui est sans. Là, vous aurez un autre problème, c'est que comme le He est une gutturale, il n'aime pas trop finir une syllabe, donc un shva qui est sans, ça ne lui plaît pas, donc on va mettre un shva mobile. Donc vous pourriez aussi le vocaliser comme ça. En fait, ça va dépendre du shem et donc du nom propre lui-même, de dire quand on dit Aharon, est-ce que c'est un shem katl, achl, suivi d'une post-formante on, ou est-ce que c'est le shem ahar qui va être suivi d'une post-formante on. Donc là, quand vous ne savez pas, vous regardez dans la Bible, tout simplement, vous cherchez les occurrences d'Aaron dans la Bible. Là, vous avez par exemple la même occurrence, vous voyez, Elazar ben Aharon, et là, vous voyez que c'est écrit de cette façon-là. Vous comprenez qu'en fait, vous avez un shem katl, donc ahl, suivi d'une post-formante on. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le vocaliser. Donc, c'est vrai qu'en français, quand on apprend Aharon ou Aaron, on ne sait pas tout ça. On ne peut pas savoir si c'est Kabetz, Patard, parce que tout ça, on le prononce de la même manière. Donc, Elazar ben Aharon. Alors, ben, la voyelle primitive, c'est un I, donc on l'écrit normalement serré. Mais si ça c'est si il est accentué. Si vous mettez un makef, il n'est plus accentué. Et là, vous aurez un petit déplacement de timbre. C'est comme pour Elazar, le serré devient un ségol. Si vous écrivez Ben Aharon avec un kametz, eh bien, vous allez déplacer légèrement la voyelle. Là, c'est pas... en fait, comme vous voulez. Hein. Les deux sont bons. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas mal déjà. Là, on a donc
on a donc déjà avancé un petit peu sur la vocalisation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur ces mots? Ça va, c'est bon pour vous? Bon, très bien. Alors du coup, on prend la suite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire la suite? Vous n'êtes pas très nombreux, donc ça va aller assez vite. Je vais bien me décider, d'autant que je n'ai pas bien compris. Ah, très bien. On va pouvoir essayer de décortiquer tout ça ensemble. Donc, ce que j'ai compris, c'est Péchor, Léro, Esh, Avot, la Lévihim. Alors, attends, je vais mettre la suite du texte, là. Je vais faire un petit copier-coller rapide. Hop, pour avoir la suite du texte. Ah, attends, ça n'a pas marché. Si c'est là. En plus gros. Alors, bon, mais cela dit, essayons déjà de traduire ça. Péchor, donc j'en ai fait un infinitif construit, et ça serait pour expliquer, avec la racine P, Shin et Resh, un infinitif pour expliquer. Le rocher, c'est... Alors, attends, il faut le vocaliser. Ah oui, pardon. Alors, ça ferait donc P avec un dagesh, Sheva, Shin avec un point à droite, O avec un Olam, c'est ça? C'est ça, Pshor. Oui. Short, alors, effectivement, tout à fait, infinitif construit, c'est tout à fait possible. Ça veut dire, donc, évidemment, la racine, effectivement, c'est la racine de l'interprétation, de l'explication. Dans la littérature rabbinique, on parle de pécher. Hein. Le pécher, c'est le commentaire. Hein. Pécher, par exemple, quand on écrit un pécher sur un livre de la Bible, on écrit un commentaire sur ce livre de la Bible. Donc, ça veut dire expliquer, commenter, interpréter. Donc, il faut, alors si c'est un infinitif, ça veut dire expliquer, pour expliquer ou quelque chose comme ça. Donc, le seul problème que j'ai par rapport au texte qui précède, c'est que si ça se lit directement après, donc on dit, voilà, tu te tiendras alors là, toi et Éléazar, fils d'Aaron. Si c'est pour expliquer, j'aurais aimé avoir une proposition Lamed. Oui, c'est ça que quelque chose comme ça. Afin d'expliquer quelque chose comme ça, il faudrait avoir une préposition Lamed. Parce que là, comme ça, la syntaxe est un peu difficile à comprendre. Bon, voilà. Donc, une autre solution, c'est donc d'imaginer qu'on a une nouvelle phrase. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement impossible parce que dans le texte que je vous ai distribué, il y avait un petit peu d'espace. Là, si vous regardez, et cet espace n'était pas cet espace n'est pas anodin, puisqu'en fait, je vais vous montrer les photos sur le. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce que on est à la ligne 3, mais je ne suis pas sûr qu'on voit très bien. Hein. Non, on est toujours à la ligne 2, pardon. Ouais, on voit pas très bien. Bon, écoutez, on ne va pas perdre de temps avec ça. Si on est là, le Ata. Alors, je regarde, je retourne où est mon texte. Attends. Yamata, Shama, Ata. Si c'est Eliezer, etc. C'est au début de la ligne 3. Donc, Véléazar. Voilà, vous avez un vacat ici. Vous avez un grand espace. Donc là, ici, il faut voir, vous avez donc le début de la ligne 3. V, Éléazar, il vous montre la fin d'Éléazar. Ben,
Vous êtes censé avoir le fin du Noun à Haron. Je suis désolé, hein, c'est des vieux scans. Ah, mais j'ai fait des nouvelles photos. Ce manuscrit, il est à Paris. Attendez, j'ai fait des photos pour un documentaire à la télé qui va sortir bientôt. Je suis allé à Paris avant l'été, je ne sais plus quand c'était, au printemps dernier, là, et j'ai fait des photos. Donc, justement, parce qu'on n'avait pas de photos de photos récentes de ces. Je vais vous mettre ça à l'écran. Vous voyez les photos à l'écran? Oui, très bien. Alors, attendez. Un Q22. Alors, ça, c'est avant, ça, c'est avant. Ah bah, c'est marrant, on va pouvoir regarder ça. On va voir dans quel état ils sont, ces fragments. Donc, c'est parce que là, les photos noir et blanc, c'est des photos qui datent des années 50. Alors, il faut aller plus loin. J'ai fait toute une série de photos. J'ai fait de l'imagerie multispectrale. Alors, je ne suis pas sûr qu'on les ait faites dans l'ordre. Là, je vois qu'on passe au numéro 30. Ah non, c'est ici 26, 26, 25. Je suis peut-être allé un peu trop loin. 24. Ah, c'est bizarre, on passe du 16 au 24. J'ai pas dû les faire dans l'ordre. Il m'amenait les plaques, en fait. Il m'amenait les plaques. Donc, ils sont sous plaques de verre. On ne les a pas sortis des plaques de verre. Ce n'est pas les conditions idéales pour faire des photographies. Et je me suis dit que c'était mieux que rien. Ah, ben, je ne les vois pas. Alors, pourtant, je pense qu'ils devraient être à Paris, normalement, à moins qu'ils aient disparu entre-temps, qu'on les ait bougés, que les photos n'aient pas été faites, qu'ils aient oublié de m'amener la plaque, peut-être. Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'on saute, on passe du numéro 7 au numéro 14. Il est peut-être pas à Paris, ce manuscrit. Alors attendez, je vais voir s'il n'est pas à Paris, il est peut-être à Jérusalem. S'il est à Jérusalem, ils ont peut-être fait des nouvelles photos. Il y a un site sur lequel vous pouvez voir toutes les photos des manuscrits de la mer Morte. Ça s'appelle deadseascrolls.org.il. Le manuscrit, c'est 1Q22. Oui, c'est ça, ils l'ont. En fait, il est à Jérusalem. Je pensais qu'il était à Paris, mais il est à Jérusalem. Alors, on va regarder. Non, ils n'ont que les anciennes planches. Ils n'ont pas refait des nouvelles photos, ce qui est bizarre, parce que normalement, ils ont refait des photos de tous les manuscrits. Donc, peut-être qu'ils l'ont perdu aussi. Il y a malheureusement des manuscrits qui se sont perdus entre-temps. Est-ce que ça pourrait être par là? Bon, mais là, on est en train de perdre du temps. Je ne voudrais pas non plus qu'on passe la matinée à ça. S'il est là, le fragment, je le vois. Alors, c'est le fameux fragment. Voilà, bah, ce n'est pas beaucoup mieux que ce que je vous disais. Vous avez le P ici. Et le fragment qui avance, ce n'est pas le bon. C'est pas celui de. Ils ne sont pas placés dans le bon ordre. Bon. OK. Bah, il est là, en fait, V et les hasards. Ça, c'est le fragment. Il faut mettre ce fragment avant celui-là. Bon, c'est pas grave. Du coup, on ne va pas perdre de temps avec ça. Ce que je vous disais donc, c'est que, en fait, il y a un espace, il y a un blanc. Alors, il y a un blanc, soit c'est parce qu'il y avait de l'encre qui a été effacée, soit c'est que, non, on a laissé un blanc de façon intentionnelle. Et ce qui arrive dans les manuscrits, le scribe laisse un blanc, justement, quand il s'arrête et il attend un petit peu et il recommence un peu plus loin. C'est donc une forme de ponctuation du texte. Supposons, malheureusement, cette mauvaise photo ne nous permet pas de trancher. Si dans les années 50, le spécialiste qui a eu ça sous les yeux a bien vu qu'il n'y avait pas d'encre qui avait disparu, que là c'est bien le P et le Shin, il y avait donc un blanc intentionnel. Donc, faisons-lui confiance. De toute façon, on va pas. J'ai fait au semestre dernier un cours de philologie précisément où on s'intéresse plus à ces questions d'édition de manuscrits. Là, c'est pas un cours de philologie en soi, on fait juste l'hébreu. Mais donc, admettons qu'il y a bien effectivement cet espace là, laissé blanc, même un peu plus long d'ailleurs. On peut même mettre un peu plus d'espace encore si on veut. Donc, on respire et on commence une nouvelle phrase. Si on commence une nouvelle phrase, à ce moment-là, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un lamed au début de Pshor. En même temps,
commencer une phrase par infinitif construit, ça va être un peu compliqué, hein. Ça veut dire l'interprétation de je ne sais pas quoi, et on va attendre le verbe principal un peu plus loin. Donc, au lieu d'avoir un infinitif construit, moi, j'aurais plutôt tendance à ce moment-là à proposer un infinitif absolu, pachor. Donc, il faut interpréter, hein, c'est interpréter au sens d'infinitif absolu qui est utilisé pour donner un ordre, ou même tout simplement un impératif, pchor, explique, interprète. Comme tout à l'heure, on avait déjà des impératifs, hakhel, donc quand, à la ligne 2, hein, quand Dieu parle à Moïse, les morts, c'est-à-dire, voilà, rassemble le peuple, etc., monte sur le mont Nebo, pchor, explique, quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être la solution la plus simple, ce serait à ce moment-là de lire donc un impératif. Mais effectivement, vous voyez à quoi ça ressemble hein, quand on lit un texte hébreu sans la vocalisation massorétique, bah, du coup, ça laisse plein d'explications possibles. Et c'est la syntaxe, évidemment, qui va nous aider pour s'en débrouiller et voir quelle est l'explication la meilleure. Donc, parfois, on patauge un petit peu, on teste, on regarde ce qui se passe après, on revient en arrière. Voilà. Là, à mon avis, si on tient compte du fait qu'avant, il y a un blanc, bah, on se dit, OK, on attaque une nouvelle proposition. Et donc, la solution la plus simple, dans le contexte, c'est d'avoir un autre impératif. Pchor. Donc, explique. Ensuite, j'ai mis le rocher. C'est donc Lamed Sheva, Resh avec, c'est pas un Olam, c'est le O, avec un O, Aleph, Shin, Tséré et Yod. C'est le nom construit de Roche, la tête, au pluriel. Donc, ça fait pour les têtes, Avot, des pères, pour les têtes des pères, Avot, la Lévi'im, pardon, des Lévites. C'est ça. Alors, quelques petites remarques sur la vocalisation. Effectivement, alors Roche, tout à fait, hein, je suis d'accord, je pense que c'est effectivement ça qu'il faut lire. Il est au pluriel. Et alors, il se passe des petites choses intéressantes au pluriel. Le pluriel de Roche, on pourrait penser que c'est Roshim, en fait, mais eh bien, en fait, ce que vous allez avoir dans la Bible, c'est Rachim, avec un kametz. Alors, il faut le savoir, il faut le savoir. C'est Rachim, c'est évidemment la présence du Aleph derrière qui provoque ce changement de voyelle. Et du coup, si vous le mettez à l'état construit, ça va faire racher. Voilà. Les rachés. Donc, avec un kametz. C'est ça, donc avec un kametz. Donc, pour les têtes 2, et ensuite, effectivement, vous avez Av au pluriel. Et comme effectivement, le pluriel de Av qui veut dire père, eh bien, effectivement, c'est Avot. Alors, c'est un peu surprenant parce que ça fait une finale du féminin, mais du coup, ça reste malgré tout un masculin, Avot. Ça, il ressemble à un féminin, il a une morphologie féminine, mais il reste grammaticalement du masculin. Donc, pour les têtes, des pères. Alors, Avot, ça s'écrit, donc le A se vocalise avec un kametz. Si c'était encore un état construit, les pères des Lévites, par exemple, à ce moment-là, il perdrait son accent. Là, on a Avot. Il perdrait son accent. Et du coup, on aurait l'antépénultième qui tomberait. Et on vocaliserait Avot avec un shfa, qui serait coloré parce que c'est un aleph. Mais c'est comme quand vous avez bné, hein, voilà, ou etc. Vous avez la chute de la voyelle. Et donc, du coup, on écrirait Avot.
Là, en l'occurrence, ça n'est pas un état construit, parce que ce ne sont pas les pères des Lévites. Et comment je sais que ce n'est pas les pères des Lévites? Lamed devant Lévite. C'est ça, il y a une préposition lamed. Si j'avais Halévim, par exemple, si j'avais Avot Halévim, alors effectivement, je mettrais les pères des Lévites. Mais on n'a pas les pères des Lévites, on a Avot, la Lévim pour les prophètes. Pour les Lévites. Alors, on n'a pas vocalisé Lévite, comment on le vocalise? Là, c'est Lamed Patar. Lévi, ça fait Lamed Tséré avec un dagesh dans le Lamed, puisqu'il est précédé par un et en fait. Mm-hmm. Ensuite, un Y avec le yod et un patar dans le yod, premier yod, et un deuxième yod avant le même final. Alors, je me suis bien fait comprendre. Oui, alors attends. Lévi-im. Lévi-im, avec donc un tséré sous le premier lamed qui a un dagesh, un Y sous le vav, un dagesh dans le premier. C'est ça, Lévi-im. Ouais. Alors, c'est très bien. La seule petite différence, alors la syllabe accentuée par défaut sera toujours la dernière, hein, Lévi-im, sauf que du coup, comme c'est la dernière qui a accentué, l'antéprétonique va tomber. Donc, on va mettre un shfa au lieu d'un tséré. Donc, c'est bien Lévi, ça vient bien du mot Lévi avec un tséré, mais sauf que du coup, la voyelle, elle tombe. Haléviim. C'est encore automatique tout ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est compliqué. Là, en plus, ce qui est compliqué, c'est le dagesh dans le yod, hein, qui est un dagesh qu'on pourrait qualifier d'euphonique, mais c'est pareil, ça ne veut rien dire. Euphonique, ça veut dire que ça sonne bien. C'est des termes que les grammairiens emploient quand ils ne savent pas trop pourquoi c'est là, et ils pensent qu'on l'a fait parce que, voilà, on essaie de trouver un mot savant. En fait, concrètement, on dit oui, mais c'est pour que le i d'avant se maintienne, parce que le i a tendance, c'est une voyelle qui a tendance à tomber, etc. Donc là, en fermant la syllabe, le dagesh dans le yod permet de fermer la syllabe et donc de protéger le i. Bon, voilà, c'est un peu technique comme. Et donc, voilà, on a mis un dagesh, même si en fait, il correspond pas vraiment à une gémination. Il n'est pas là, c'est pas vraiment que le yod est vraiment allongé, mais c'est pour justifier le maintien de la voyelle i. Donc ça, c'est vraiment effectivement des choses un petit peu compliquées, des subtilités de la vocalisation massorétique. Donc, explique pour les têtes des pères, pour les lévites. Alors évidemment, en français, on peut proposer une traduction un peu plus élégante, si vous voulez. Hein. On peut... Attendez, je vais fermer tout ça, parce que j'ai beaucoup de choses ouvertes. Voilà. En fait, ça peut, quand on a la préposition lamed, elle permet aussi de casser une chaîne d'état construit. C'est pas forcément qu'on a deux objets. Là, soit vous vous dites, ah, alors j'ai un premier lamed, donc explique pour les têtes des pères d'une part et pour les lévites d'autre part. En fait, je pense que c'est pour les têtes des pères qui sont aux lévites, c'est-à-dire qui correspondent aux lévites. Ce sont bien pas n'importe quels ancêtres ou n'importe quel père, mais ce sont les ancêtres ou les anciens, on va dire, des Lévites. Donc voilà, je pense qu'en fait, il ne s'agit pas de deux groupes, sinon on aurait probablement un vav devant, hein, les rachés à vote, V, la Lévim. Donc, non, je pense qu'il faut expliquer aux chefs des clans lévitiques, quelque chose comme ça, aux chefs des clans des Lévites, un truc comme ça. Les têtes, c'est dans le sens de chef, quoi. Oui, alors, ce qui est en tête, évidemment, d'ailleurs, le mot chef, hein, ça vient aussi de tête, en fait. Hein, le mot chef vient de tête. C'est pour ça qu'on dit un couvre-chef. Voilà, c'est effectivement le chef, la tête, c'est le chef. Donc, les têtes, ce sont les chefs. Effectivement, en bon français, on va dire les chefs. Donc, interprète pour les chefs des familles des Lévites. Mais quand on a bien compris, les têtes, ça va très bien.
Mais Oui, une fois oui, oui, bien une sûr. fois qu'on a compris, quoi, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, très bien. On continue? Je continue encore jusqu'après, là. Il y a deux mots qui vont ensemble. Oui, Ensuite, donc, c'est vous hol à kohanim. Vous, je mettrai un vav avec un son ou, oui, c'est ça. puisqu'il y a Un dagesh pour faire un- un shurek. voilà, parce qu'il y a un kaf après. Donc, vous hol, parce qu'à ce moment-là, il ne prend pas le dagesh, Mhm, mhm. il me semble. Hein. Vous hol à kohanim. Donc, A, c'est l'article avec un patard. Ensuite, il y a un kaf avec un dagesh, le olam, un aleph, un e avec un kames, un nun avec un y, un yod et un nun final. C'est ça, hein? Tous les prêtres. Et c'est ça, et tous les prêtres. Alors c'est très bien. Il y a juste un petit souci, c'est au début, ce ou, la conjonction va avait vocalisé ou devant une boumaf, c'est-à-dire les bilabiales. Bet, Pas les vav, kaf, mem et p. pas Hein? les kaf. Et le kaf n'est pas une boumaf, c'est pas une bilabiale. Donc il n'y a pas de raison de l'écrire comme ça. On va lui mettre le shfa tout à fait normal. On va lui mettre un vechol hakohanim. En revanche, effectivement, comme le kaf est précédé d'une voyelle, on a la bouche ouverte, il reste fricatif, on ne lui met pas de dagage. Donc, vechol hakohanim et tous les prêtres. C'est pour ça que je disais que dans cette expression-là, à mon avis, il faut la lire d'un seul bloc, parce que sinon, on aurait eu tendance à mettre un vav avant, donc on aurait pu imaginer les têtes des pères et les lévites et tous les prêtres. Je pense qu'en fait, il n'y a pas trois groupes, il n'y en a que deux. Il y a d'une part les responsables des Lévites et d'autre part les prêtres. C'est eux qui vont être intéressés, probablement parce qu'on va parler de questions du culte, hein, de liturgie, de services cultuels, etc. Et donc, du coup, ça va concerner les prêtres et les Lévites. Ok, très bien. Bon, bah, là, on a bien lu. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Bon, alors à ce moment-là, ben, on continue. Peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un écran suivant, c'est peut-être plus simple, pour avoir un peu plus de texte. Donc, je vais reprendre là où on en était, et puis on va mettre un peu plus de texte directement à l'écran. OK. Alors, qui veut nous lire la suite? Oui. Très bien, super. Bonjour, je veux bien essayer. Alors, Vetsivita. Donc Vav avec un Shva. Oui. Alors, Donc là, le Tsadé, certainement avec un Chirek. Vav avec un... Alors là, je sais pas trop parce qu'il a déjà une mère de lecture, apparemment. Donc on va dire, peut-être qu'on va lui mettre un Chirek aussi. alors, même s'il a une mère de lecture, il faut quand même sa voyelle. Hein. D'accord. Donc Tsivita. Peut-être le Tav avec un Dagesh. Et un Kametz, éventuellement. Voilà. Donc là, pareil, le He en mère de lecture. Mhm. Et ensuite, Et Bne, donc la particule du COD avec un Ségol.
Et bné avec un dagesh pour avoir bien le B et non le V, et avoir le shva sous le B, bête. Et là, bné, peut-être un serré. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voulez revoir du coup les 3 premiers ou on continue. Oui, bah, pourquoi pas. Enfin, vous me dites à quel moment vous voulez nous lire, enfin nous expliquer ce que vous avez compris. Oui, donc là, tu enseigneras au fils. Donc là, où tu commanderas au fils, D'accord. on aurait un V catal. Un V-catal. Très bien. Donc, alors on imagine qu'on a un V-catal, ce qui n'est pas absurde, hein, puisqu'on avait un V-catal, où est-ce que c'était? Là, V-amadta. Donc voilà, tu te tiendras alors debout. Et là, donc, bah, tu commanderas alors, tu ordonneras alors. Et donc, on reconnaît le ta à la fin, qui a là encore une mère de lecture. Bon. Et puis, effectivement, le V du V-catal. La racine, il faut la regarder au milieu. Effectivement, c'est la racine commandée. Vous avez ça en hébreu, bien sûr, tziva, vous avez mitzvah. Voilà, vous avez donc des termes issus de cette racine. Elle est conjuguée à quel shem? C'est du V-catal, mais est-ce que c'est kal, nifal, piel, poual, itpael, ifil, ofal? Alors là, je dirais piel. Ok, très bien. Effectivement, c'est du piel. En l'occurrence, le verbe se conjugue au piel. Hein. Tziva, on ne dit pas tsava, on dit tziva. Il a donné un ordre, il donne un ordre, c'est tziva. Donc effectivement, il est au piel. S'il est au piel, la caractéristique du piel, poualit, pael, ce qu'on appelle les schèmes géminés, c'est d'avoir un dagage dans la deuxième radicale. Donc ça veut dire qu'ici, il me manque le dagage dans la deuxième radicale. Donc il faut mettre un dagage ici, dans le vav. Ok. Tzivita. Voilà, il y a un dagage ici qui vous dit que c'est du piel. Oui, en araméen, ils ont tendance à mettre des vaves un peu qui se baladent, et j'avais pas compris justement à quoi ils servaient, mais là, il faut bien mettre le dagash, ouais, effectivement. Voilà, donc Tzivita, voilà, donc et alors tu donneras un ordre, tu ordonneras. Ensuite, et bné, alors. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on a quand même un dagesh dans le tav? Alors, oui, il n'y a pas de dagage dans le taf, pardon. Moi, je l'ai mis tout à l'heure parce qu'il m'a dit de le mettre, mais du coup, effectivement, il n'y a pas de. Merci de me l'avoir signalé. En revanche, effectivement, il n'y a pas de dagage dans le taf. Pourquoi il n'y a pas de dagage dans le taf? Parce qu'il est précédé d'une voyelle. Alors, effectivement, d'habitude, quand vous apposez votre post-formante, hein, ti, ta, te, etc., vous avez tendance à mettre un dagage léger parce que, justement, quand vous avez katalti, katalta, il est précédé d'une consonne. Mais là, dans la mesure où on a une racine à troisième faible, si va, c'est un verbe à troisième faible, ça veut dire qu'en fait, du coup, pardon, vous allez vous retrouver avec une voyelle, si vi, et donc le tav, il est précédé d'un élément vocalique, une bégat kefat précédée d'un élément vocalique, elle est fricative. Donc, elle ne prend pas de dagash. Donc, on va mettre si vita sans dagash. Ok. Pour le het, alors effectivement, on peut le mettre avec un ségol, mais on le met un ségol quand il perd son accentuation et qu'il est doté d'un makef. Alors pourquoi pas, hein, on peut mettre het, bné, ça ne me dérange pas, mais il faut y penser. Sinon, on mettra un serré en fait. Donc tu commanderas les fils. Alors bné, c'est les fils effectivement, mais la finale est, elle vous dit que c'est un état construit. Sinon, c'est banim. Si vita et banim, tu commanderas les fils. Des fils de manière générale. Et habanim, tivita et habanim, tu commanderas les fils. Mais là, c'est pas habanim, les fils, c'est bné, c'est les fils d'eux. Oui, parce qu'il y a Israël ensuite. Voilà, c'est ça. Il faut le lire avec la suite, qui apparaît à la ligne 4. Okay. Alors, comment on vocalise Israël? Donc, Bné Israël, peut-être un dagage dans le yod. Ça, c'est un sin, du coup.
Alors, Israël. Peut-être qu'on met un cheval sous le sin, éventuellement. Ou pas, je sais pas, non, peut-être pas. Sous le resh, un kametz. Et sous le aleph, je mettrais plutôt un ségol aussi. Un ségol, ok. Alors, Israël, on va regarder ça ensemble. Le yod, au départ, il n'a pas besoin de dagesh. Le dagesh, c'est une gémination. Il n'y a pas besoin d'allonger le yod. Donc, il n'a pas besoin de dagesh. En revanche, le yod ici, c'est une consonne. Y. Les consonnes, elles ont besoin d'avoir une voyelle. En milieu de mot, une consonne, elle a besoin d'avoir une voyelle. Et d'ailleurs, si elle n'en a pas, on lui met un cheval. Donc, on lui met dans tous les cas quelque chose. On ne peut pas laisser ce yod sans rien. Il faut lui mettre une voyelle. Alors, quelle voyelle on va lui mettre? Un rirek. Un chirek, voilà. Mm. Yisraël. Très bien. Et puis ensuite, à la fin, le El, c'est donc là, c'est Dieu, hein, c'est le théonyme El. C'est un tséré. Il s'écrit avec un tséré. Parfois, le tséré passe au ségol. Quand je vous disais notamment, quand il est en syllabe fermée non accentuée, là, la syllabe, elle est accentuée. Hein, c'est la dernière syllabe du mot. Donc, par défaut, c'est la dernière syllabe du mot qui est accentuée. Donc, on dit Yisraël. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Même si, effectivement, la prononciation, c'est plutôt Israël. On a tendance vers un « e » à la prononciation Israël, mais en fait, c'est un tiré, Israël. Très bien. Donc, tu commanderas les fils d'Israël, ou tu ordonneras aux fils d'Israël. On continue? Oui. Donc ensuite, je dirais divrei ha-Torah, les paroles de Torah quelque part. Donc avec un rirek sous le dalet. Peut-être un cheval sous le bet. Et divrei ici, un tséré. Ha-Torah. Donc là, donc les paroles de la Torah, donc c'est l'article, le he. Voilà, avec le patar. Donc on doit mettre un dagesh dans le tav. Le vav, du coup, il doit avoir un cholem. Et au niveau du resh, et ben là, kametz probablement. Très Voilà. bien. Ouais. Très bien, très bien. Donc, divrei ha-Torah, les paroles de la Torah, de l'instruction. Alors, il manque juste une petite chose là, c'est le dalet. C'est une bégat kefat qui n'est pas précédée d'une voyelle, donc qui prend un dagesh léger. On va juste mettre un petit dagesh ici. Divrei ha-Torah. Ok. Donc voilà ce que Moïse doit commander. Il doit commander aux fils d'Israël les paroles de l'instruction. Alors, ce n'est pas fini puisqu'on a des choses à nous dire. Donc, on continue. Si vous n'avez pas de questions, si ça va pour vous. Je pense qu'une fois que c'est vocalisé, après, on est en terrain connu. Hein, vous voyez, ce vocabulaire-là, c'est divrei ha-Torah, etc. C'est des choses assez connues. Donc, on continue. Ok, donc divrei Torah, Asher, avec un patar, ou un... je sais pas trop. Parce que les gutturales attirent les patars, mais je ne sais pas si ça va être le cas ici. Elles attirent le son A. Les son gutturales, A, voilà. elles n'attirent pas spécialement le patar, elles attirent un son A. Donc effectivement, on a un son A, mais on nous dit pas, disons, ça ne nous dit pas quel son A ça va être. On pourra en discuter si vous voulez. On peut le garder. Donc du coup, ensuite, Asher, c'est un shin. Et je serais tenté de mettre un ségol. Ségol. Voilà. Asher. Alors, c'est très bien. Alors, du coup, je reviens à mon A au départ. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. En fait, c'est un ratef patar. D'accord. Il faut, voilà.
sous le HR, et c'est le relateur, hein, HR, donc c'est évidemment un mot que vous allez rencontrer tout le temps. Il faut savoir que HR s'écrit comme ça avec la prétonique qui tombe, ce qui est assez rare en hébreu. Hein. En général, la prétonique, elle se maintient. On n'aurait dans tous les cas pas un patard. On aurait éventuellement un kametz, un A ouvert, un A en syllabe ouverte. Par défaut, c'est un kametz. Donc là, il se trouve qu'en fait, en l'occurrence, la voyelle tombe. Et donc, mais c'est probablement parce que c'est un mot-outil et peut-être qu'il est conçu d'une certaine manière, comme c'est quelque chose qu'on vous dit qui suit. Peut-être on se dit, bon, ben voilà, on le prononce rapidement et c'est peut-être pour ça que la voyelle est tombée. Vous voyez, bon, après, on peut toujours spéculer, mais le fait est que voilà, la vocation massorétique de HR, ça s'écrit avec un khatef patar et un sécol. C'est un peu comme si c'était un mot construit, en fait, non? Oui, alors c'est pour ça que je dis, il est peut-être perçu comme étant un... Parce qu'en fait, même étymologiquement, alors on a des réflexions sur HR, qu'est-ce que c'est? On pense que ça vient primitivement d'une racine aleph, tha, ra, donc je ne sais pas comment écrire ça, mais donc l'interdental feu qui a disparu de l'hébreu, qui va s'écrire avec, donc ça va donner un tav en araméen et un shin en hébreu. Et ça correspond au lieu. Atar en araméen, par exemple, c'est le lieu, l'équivalent de makom, si vous voulez, en hébreu. Et donc, on se dit que c'est un cas de grammaticalisation, c'est-à-dire qu'on prend un mot qui est un substantif à la base et dont on fait un mot-outil. On appelle ça un phénomène de grammaticalisation. Et voilà, donc ce serait le lieu de, c'est-à-dire ce que je vous ai dit avant, à cet endroit-là, au moment où je vous parle, j'ai quelque chose à vous dire. Et voilà ce qui suit. Donc, bon, écoutez, voilà, comme je vous dis, on peut spéculer si on veut. C'est une explication. Ça expliquerait peut-être effectivement l'idée que ce soit une sorte d'état construit. Bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. En tout cas, retenez que HR, c'est orthographié comme ça. HR, donc Tsiviti, première personne singulier, au Katal, au Piel plutôt, à l'accompli, donc que j'ai enseigné, que j'ai commandé en fait. Oui, très bien. Rirek sous le Tsadé. On va remettre du coup le dagesh dans le vav, puisque c'est le Piel. Ouais. On va remettre quand même le rirek, puisqu'on a vu qu'il fallait quand même le mettre. Tsiviti. Donc là, toujours la question du dagesh dans le tav. Je pense que là, il faut le mettre plutôt. Ouais. C'est le suffixe. Donc le rirek et le dagesh et tsiviti. Très bien. Otra. À toi, en fait. Alors, déjà, donc tsiviti, c'est très bien. Hein, HR tsiviti, déjà, juste pour vous dire que déjà, ça, c'est bien vocalisé. On l'a vu tout à l'heure, on a vu tsivita. Maintenant, on a tsiviti. Donc, voilà, c'est juste la première personne donc, que j'ai commandé, que j'ai ordonné. Et ensuite, effectivement, pour ce mot-là, donc, on a l'objet du verbe. À toi, donc otra avec le... Alors, ça, c'est un cholem, certainement. Oui. Peut-être un... Ah, je ne sais pas si on met un schwa sous le tav. Peut-être pas. Non. On peut peut-être laisser comme ça. Et otra, du coup, avec le kametz. Otra. D'accord, très bien. Alors, pour répondre à votre question sur le tav, une consonne en milieu de mot, elle ne peut pas rester sans rien. Il faut savoir, à part le aleph qui peut devenir quiescent, voilà, ou effectivement, ou yod ou vav qui serait mère de lecture. Là, le tav, en l'occurrence, c'est bien une consonne, elle est prononcée. Donc, toutes les consonnes doivent être dotées d'une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on lui met alors? Bon, schwa. Un schwa, voilà, c'est ça, très bien. Otra. Donc, tsiviti otra, j'ai commandé à toi.
Je t'ai ordonné. Voilà. B. Har Sinai, au mont Sinaï. Donc là, un dagesh dans le bet. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire sur le mont Sinaï ou sur montagne Sinaï. On va dire, pour l'instant, on va juste dire, on va mettre un cheval sous le bet pour faire comme s'il n'y avait pas d'article. Et on va mettre peut-être un patard sous le hé. Et Sinaï, sous le Samer, on met un rirek. Et sous le Noun, on met un patard. Très bien. Alors, pour répondre à votre question, si on met Behahar ou Bahar ou Behar, enfin ça dépend. Après ça, on pourrait discuter de la vocalisation sous le bet. Disons, s'il y avait un article défini qui se cache, on ne pourrait pas avoir un état construit. Or, effectivement, quand on a ce genre d'expression, Har Sinai, le mont Sinaï, en fait, c'est un état construit. Voilà. Donc, effectivement, on ne peut pas voilà, on va tout simplement, on va pas mettre d'article défini ou quoi que ce soit. Donc, Behar Sinai, c'est très bien comme ça. Monsieur, question. Oui. Du coup, dans la compréhension, enfin dans la traduction, ça ferait au mont Sinaï, c'est ça? Ouais. Et parce qu'en fait, je me disais en fait que s'il n'y avait pas d'article, ça sous-entendrait en fait qu'il y a à un mont Sinaï. Ah oui, d'accord. Quelconque ou sinon, Ouais. tandis que quand on met l'article, en fait, on sait que c'est voilà, c'est déterminé. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, sauf que Sinaï est un nom propre et que les noms propres ne prennent en général pas d'article défini. C'est-à-dire que quand vous avez une chaîne d'état construit, pour savoir si soit c'est toute la chaîne d'état construite qui est définie, soit elle ne l'est pas. Si je dis la montagne de Dieu, Har Ha Elohim, par exemple, la montagne des dieux, Har Ha Elohim, là le fait qu'il y a le Ha Elohim dedans, c'est montagne de, littéralement c'est montagne de les dieux, mais comme les dieux sont définis, tout est défini. Vous ne mettrez pas Har Ha Elohim. Ça, c'est le principe de la chaîne d'état construit. Donc voilà, quand vous avez une chaîne d'état construit, l'article défini ne tombe que sur le dernier terme et il détermine toute la chaîne d'état construit. Donc ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le dernier terme est défini. Har, à partir du moment où il est à l'état construit, il n'aura pas d'accent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas défini, ça veut dire qu'il n'a pas l'accent, pas l'article, je veux dire. Il n'a pas l'article, même si voilà, on ne lui mettra pas l'article défini. Si je dis la maison du roi, Beit Hameler, on ne va pas mettre Ha Beit Hameler. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un état construit, on va mettre Beit Hameler, maison de le roi, et Hameler est défini, donc l'ensemble est défini. Beit Hameler, la maison du roi. Donc la question, c'est de savoir est-ce que Sinaï est défini ou pas. Sinaï est un nom propre, et les noms propres sont toujours définis. En hébreu, on ne dit pas c'est un Sinaï, il y en a peut-être plusieurs, mais en fait, celui-là, c'est un Sinaï. On ne met pas d'article défini devant les noms propres en hébreu. Bon, ça peut arriver de temps en temps. Hayarden, par exemple, le Jourdain. Voilà, ça s'écrit avec l'article défini. Mais sinon, la plupart des noms propres n'ont pas d'article défini. C'est vrai en particulier pour les gens, les anthroponymes. Quelqu'un, David, on ne dit pas Ha David, on ne dit pas le David. Ça dépend des langues. Hein. En grec, on peut mettre l'article défini. En allemand, on peut mettre l'article défini. En français, dans certains dialectes, bonjour la Marie. La Marie, c'est Marie, on s'adresse à une personne qui s'appelle Marie et on va l'appeler la Marie. Mais disons, voilà, c'est pas le dialecte, disons, de l'état de langue attendu en français standard.
Mais donc, tout ça pour dire qu'en hébreu, de la même manière, en général, vous n'aurez pas l'article défini. Ça ne veut pas dire que le nom n'est pas défini. Il est défini sans avoir besoin d'avoir un article. Donc, Sinaï est défini, même si ce n'est pas Ha-Sinaï. Ça, on peut le faire de temps en temps. Hein, voilà, ce serait possible de dire Ha-Sinaï, Ha-Zé ou quelque chose comme ça. Ce Sinaï, pourquoi pas. Mais là, il faudrait vraiment justement distinguer comme s'il pouvait y en avoir d'autres et celui-là et pas d'autre. Enfin, il pourrait y avoir un côté rhétorique éventuellement. Mais sinon, de manière générale, vous avez un nom propre, vous partez du principe qu'il est défini, même sans article. Donc, Behar Sinaï, c'est sur le mont Sinaï. OK? Bon, parfait. Donc, très bien. Voilà. Donc, on dit Tzivita et Bnei Israël, Divrei HaTorah, Asher Tziviti, Otra, Behar Sinaï. Donc, tu commanderas les fils d'Israël, ou tu ordonneras aux fils d'Israël les paroles de l'instruction que je t'ai enseignées sur le mont Sinaï. Donc Moïse ici n'est pas censé enseigner n'importe quoi ou ce qu'il veut. Il doit en fait répéter d'une certaine manière ce que lui-même a reçu. Et donc vous voyez ici la différence. Vous avez deux fois un katal. Vous avez vetsivita, mais là c'est un v-katal, donc c'est une succession d'actions dans le futur. Tu enseigneras alors, c'est-à-dire quand tu iras là-bas, puisque tu dois aller monter sur mon Nebo, blablabla. Donc voilà, à ce moment-là, voilà ce que tu feras. Et ensuite, quand on te dit Asher Tiviti, à ce moment-là, on revient en arrière, que moi, je t'ai enseigné. Je peux mettre d'ailleurs l'accent sur Tiviti, d'ailleurs, j'ai oublié de. Ça fait pour une fois qu'il y a un mot qui n'est pas accentué sur la dernière syllabe, ça vaut le coup de le signaler. Donc, que je t'avais enseigné, hein, on revient en arrière sur le mont Sinaï. D'accord? Est-ce que c'est bon pour Question vous? aussi, Michael, juste sur Otra, ça fait vachement penser à de l'hébreu moderne finalement, la manière de dire ça. Tiviti, Otra, c'est un peu. D'ailleurs, on n'a pas aussi le kaf final qui est écrit de manière biblique, on va dire. Oui, bah, là, vous voyez effectivement. Alors, ça, c'est entre crochets. Hein, donc, là, le texte qui est entre crochets, l'orthographe, c'est restitué par l'éditeur. Ah, En d'accord. l'occurrence, il a proposé d'écrire Otra avec une mère de lecture He après le Kaf, parce que jusqu'à présent, on a vu que le A final était noté, vous voyez, quand Civita, il avait mis un A, une mère de lecture He. Donc, pourquoi pas écrire Otra avec une mère de lecture He. Peut-être qu'un peu plus loin dans le texte, je ne me souviens pas si on en avait vu précédemment. Je n'ai pas souvenir qu'on avait vu le Cha écrit comme ça. Peut-être qu'ailleurs dans le manuscrit, on voit qu'il l'écrit comme ça. Mais c'est effectivement une tendance chez certains scribes de noter un maximum de fois la voyelle en fin de mot. Quand un mot est doté d'une voyelle en fin de mot, on essaie de mettre une mère de lecture. Ce qui facilite la lecture, du coup, c'est le propre des mères de lecture. Elles sont là pour nous aider à lire. Donc, vous, d'une certaine manière, quand vous avez à vocaliser le texte, à prononcer le texte, le fait d'avoir ce hé derrière, vous dites ah, voilà, j'ai un son A, donc ça pourrait être oter, ça pourrait être autre chose, mais non, c'est otra. Voilà. Après, effectivement, en hébreu moderne, on a gardé otra, oti, otra, etc. On n'a pas inventé une nouvelle morphologie en hébreu moderne. L'hébreu moderne, de manière générale, essaye de récupérer un maximum de vocabulaire d'hébreu biblique et d'utiliser les mêmes morphologies qu'en hébreu biblique. La syntaxe est souvent assez différente, mais pour ce qui est de la morphologie, vous allez retrouver à peu près la même chose. C'est très pratique pour le vocabulaire. La tset, je ne sais plus quand on avait, je sais plus où est-ce que c'était qu'on avait, voilà, la tset d'Israël. La tset, en hébreu moderne, vous aurez pareil la tset. Ce sera la même. Ce sera la même forme. Donc, quand vous apprenez les verbes faibles, notamment, c'est bien pratique. Alors après, je vous dis, au niveau de la syntaxe, c'est différent. Les végétales, etc., ça a disparu, évidemment. Mais c'est sûr que oti, otra, etc., c'est utilisé, évidemment, très couramment en hébreu moderne, même systématisé, puisque une autre solution, ce serait d'avoir un pronom suffixe. Vous voyez, ici, au lieu d'avoir tiviti, otra, on pourrait mettre civiticha, quelque chose comme ça, en un seul mot. J'ai ordonné toi. Je m'attendais à voir Tsiviticha et quand j'ai vu Otra, je me suis dit que c'était. Ouais. Ça m'a. J'ai aperçu ça comme quelque chose qui était
un peu inhabituel finalement. Non, non, parce que Otra, c'est vraiment courant dans la Bible. Je peux regarder combien de fois on a et, donc qui est le COD. Alors, je vais mettre les mots. Donc, et en tant que COD suivi d'un pronom suffixe. Je ne sais pas si ça marche de faire ça. Non, c'est pas un pronom suffixe, c'est comment ça se note? Comment je vais lui dire je veux un pronom suffixe? Alors je recommence. Objet direct, et puis alors, je vais me faire aider. Un suffixe, c'est ça. Un suffixe, bon, on s'en fout. Bon, deuxième personne, admettons, mais c'est pas Alors si, suffixe pronominal, ça m'intéresse. Peu importe. Voilà. Ouais, il y a 1400, il y a 1701 occurrences. Ça faisait le nombre d'occurrences. Il y a 1700 fois dans la Bible où vous avez, vous voyez, Vayiten Otam, Vayedaber Otam, Genèse 1, Bara Oto, ça c'est il le créa, etc. Vayekadesh Oto. À chaque fois, on pourrait imaginer d'avoir un pronom suffixe. Bon, voilà, c'est très très fréquent. Hein. Hakot, etc. Asa Oto, voilà, dans Genèse chapitre 5. Voilà, hein, Kilakar, Otto Elohim, hein, c'est Enoch, Enoch qui n'est plus parce que Dieu le prie. Voilà, Kilakar, Otto. Donc, oui. C'est la deuxième singulier qui est peut-être un peu moins. Ah, j'en vois un en bas, peut-être. Il y en avait un. Combien la deuxième personne singulier? Non, regardez, des centaines, 388. Donc, non. Otar. Kiyir ou Otar, V Otar. Bon, là, en l'occurrence, c'est du féminin, hein, mais sinon, vous allez trouver Otra. Hein. V Arbe, Otra. Ok. Kifreti, Kifreti Otra. Bon. Etc. Yevarer Otra. Bon, voilà. Que Dieu te bénisse. Avadti Otra. Voilà, je t'ai servi. Non, c'est vraiment très fréquent. C'est pas une innovation, hein, disons. Hein. On aurait pu imaginer que ce soit quelque chose qui apparaisse tardivement, mais là, en l'occurrence, c'est une syntaxe qui est tout à fait conforme à ce qu'on a l'habitude de lire dans la Bible. Donc, c'est pas vraiment une variante dialectale. C'est assez courant. Ok. D'ailleurs, ce texte, c'est un peu un commentaire, ou juste pour finir, parce que on a l'impression que c'est un commentaire ou un. Alors, c'est pas un commentaire, c'est un texte qui. C'est pas un commentaire, puisque c'est un texte qui. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse, qui le convoque. C'est un texte qui se présente comme un texte qu'on pourrait dire biblique, si vous voulez. Sauf qu'on ne l'a pas dans nos Bibles. Voilà. Ah, d'accord. Les textes qui pourraient être des textes bibliques qui ne sont pas dans nos Bibles, on appelle ça des apocryphes. Mais voilà, donc il faut dire que c'est une sorte d'apocryphe de la Bible, un truc comme ça. Ok. Bon, ok. Alors ensuite, est-ce que quelqu'un veut prendre le relais pour lire la suite? On a encore le temps de lire quelques mots de plus. Pas de candidat? Bon, il faut que quelqu'un se... Moi, je veux bien désigner quelqu'un, mais c'est plus sympa si quelqu'un se décide. On reprend les mêmes et on recommence. Je prends la suite. Ouais. Alors, le Tsavot, Otam, Be, Osnehem, et Akol, Eitiv. Ah oui, alors je vais juste mettre je vais mettre quelques mots supplémentaires. Là. Hop, qu'on ait un petit peu la suite. Hop là, on va mettre ça un peu plus haut. Voilà.
Ok, très bien. Et on va s'arrêter là avant de lire la suite. Alors, Donc, qu'est-ce que Letsavot, c'est Letsavot? donc l'infinitif construit de Tsiva, de Mhm. Tsivé. Donc, c'est Lamed avec un cheval, le Tsadé avec un patar, le Vav avec un dagesh, un Vav avec un olam et un Tav. Mhm. Et un tav. Letsavot. Letsavot. Très bien. Donc, pour penser, pour les instruire, pour instruire, oui, pour alors ordonner, oui, c'est ça, voilà, c'est plus qu'instruire, hein, ordonner. ouais, Pour ordonner, Otam à eux, donc Otam c'est Aleph, Vav avec Olam, Tête avec Patar, Kametz, pardon, et même finale. Otam, dans leur, c'est ça, pour leur, donc, ordonner. Pour leur ordonner. Alors, vous voyez le verbe siva, hein, ça fait la troisième fois qu'on le voit maintenant, donc on finit par le connaître. Verbe troisième faible. Il est conjugué au piel, comme on dit, donc c'est l'édaber, hein, les quatre tels. C'est comme ça que ça se vocalise normalement. Alors, on n'a pas les tsavé, parce qu'en fait, la troisième étant faible, elle tombe. Et pour les verbes troisième faible, l'infinitif construit prend une finale haute, comme si c'était du féminin pluriel. Hein. Si je prends le verbe bana, bâtir, livnot, pour bâtir. Donc cette finale haute, elle est classique pour les verbes à troisième faible. Et la vocalisation de save, ici, là, c'est caractéristique du pied. Donc pour ordonner à qui à eux, hein, donc pour les commander, pour leur ordonner. Be osnehem, donc c'est dans leurs oreilles. Donc B, bête avec un dagesh et un shiva. Aleph, Vav avec un olam, Zain avec un sheva, Nun avec un tséré et yod, et M, ça fait E, ségol, mumfina. Très bien, Beoznehem. Donc, à leurs oreilles. Vous reconnaissez le terme ozen, qui veut dire donc l'oreille. Au pluriel oznaïm. Le pluriel est un duel parce que les oreilles, en général, elles vont par paire. On en a deux, si tout va bien. Et donc, du coup, vous avez du coup le pronom suffixe hem, troisième masculin pluriel, et donc l'état construit, beoznehem, à leurs oreilles. Je repensais à ce petit bête, ça m'a fait penser tout à l'heure, j'ai oublié de dire que à propos de Behar Sinai, en fait, si vous avez un accent disjonctif sur otra, admettons que vous êtes les massorettes, hein, que vous mettez un accent disjonctif, vous dites bon, on va s'arrêter là. Je ne sais pas, mettez je ne sais pas comment on fait pour mettre j'ai oublié n'importe quel un accent, un atnar ou quelque chose comme ça, mais je me souviens plus où est-ce que. Enfin, je retrouve sur mon clavier où est-ce qu'il est. Bon, c'est pas grave. Bon, donc si on s'arrête et qu'on reprend son souffle, effectivement, le bet va être prononcé occlusif, Behar Sinai. Si au contraire vous avez un accent conjonctif, Otra Vehar Sinai, à ce moment-là, vous lisez dans la foulée et là, le bet va être fricatif. Donc, bon, voilà, on ne va pas aller jusque-là. Vous pouvez vocaliser comme vous voulez, les deux sont bons. C'est juste pour vous souvenir que le bet, s'il est précédé d'une voyelle et qu'on le lit ensemble, de fait, il sera lu comme ça et il restera fricatif. Ici, la question ne se pose pas puisque c'est précédé par otam, donc on a de toute façon une consonne, donc c'est bien B osnehem. Dans tous les cas, il y a bien un dagash léger. Donc, pour leur ordonner, les commander, donc pour leur ordonner à leurs oreilles, les commander à leurs oreilles. Kol eitiv, et donc c'est la préposition, et avec Aleph, Tséré et Tav, Akol et avec Patar, c'est l'article, et Kol à ce moment-là, c'est Kaf avec un dagesh, un Vav avec un olam et un lamed. Et Hakol. Très bien. Et ensuite, j'ai mis eitiv, et avec un tséré et yod, un tête, non, c'est quoi? Je ne sais plus la lettre, comment elle s'appelle. Si, c'est un tête.
une tête, pardon. Un tête avec Y, Yod et Bet. Heitiv. Donc j'en ferai un ifil. Donc tout ce qui fait bien, tout ce qui fait bon. Mhm. Ouais, alors, au niveau syntaxe, c'est un petit peu compliqué. Hein. Là, je n'ai pas très bien compris non plus. Et hakol hetiv, la totalité de ce qui est bien. Hetiv, c'est pas juste un substantif, hein, ce qui est bien. Oui, j'en ai fait un verbe ifil, heitiv. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que là, normalement, donc c'est le verbe être tov, la racine touv, hein, de être bon, et que vous avez un verbe, et donc vous avez ça comme ça, un verbe oifil. Enfin, alors touv ou yatav, évidemment, hein, c'est en l'occurrence dans la forme. Dans la conjugaison qu'on a, c'est probablement une racine bilitaire, et cette racine bilitaire tête-bête, on va l'augmenter pour en faire une racine trilitaire, et donc dans ces cas-là, on ajoute souvent une troisième faible, et on peut la mettre au début, au milieu, à la fin. Là, en l'occurrence, on la met au début. Donc effectivement, et ce verbe-là, donc yatav, hein, yod tête-bête, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est comme ça qu'il est entré, vous allez effectivement le trouver au ifil. Donc vous allez avoir le ifil, hetiv, donc au katal. Et si vous êtes au contraire au yiktol, vous allez avoir tetiv, yetiv, etiv, etc. etc. Alors si c'est hetiv, c'est peut-être que c'est vocalisé, c'est du katal, c'est de l'accompli. Donc il était bon. Et hakol hetiv, il faudrait le hacher avant. Et hakol hacher hetiv, la totalité de ce qui était bon, quelque chose comme ça. Mais là, on n'a pas le HR. Donc, c'est un petit peu gênant. Alors, la solution, si on dit on va en faire un nom, quand on fait un nom à partir d'un verbe, c'est plutôt de prendre l'infinitif. L'infinitif construit, on dit souvent c'est un nom verbal. Hein, par exemple, 7, sortir, le sortir de. Voilà, le sortir, c'est comme en français le manger, le boire. Un infinitif peut servir de substantif. Et donc, si on peut dire le bon, ce qui est bon, on pourrait à ce moment-là mettre l'infinitif. Alors, si vous mettez l'infinitif, c'est presque pareil, sauf que vous aurez probablement plutôt un tséré, hetev, ce serait plutôt ça l'infinitif construit. Quoique, je ne suis pas sûr, on peut garder parce que quand même, racine yatav, etc. Non, écoutez, on peut, à mon avis, on doit pouvoir trouver les deux. Bon, peu importe, c'est pas ça qui est dramatique. Alors, il faudrait lire ça un infinitif construit, substantivé. Ça me paraît un peu compliqué. En plus de ça, l'autre problème, c'est que vous avez l'article défini devant col. Si vous dites la totalité de ce qui est bon, sans le HR, si vous avez hakol HR, là vous avez relateur, il n'y a pas de problème. Mais si vous imaginez que hetiv ce soit comme un substantif, un peu comme, je ne sais pas, imaginez, vous prenez du pain, lechem, si vous dites et hakol lechem, ça ne marche pas. Ce n'est pas hakol lechem, c'est kol halechem, la totalité du pain, tout le pain. Donc si on dit, si vous aviez et kol hahetiv, quelque chose comme ça, la totalité de ce qui est bon, à la limite, pourquoi pas. Mais là, vous avez hakol. Et donc, si vous avez hakol, l'article défini devant, ça veut dire que kol n'est pas à l'état construit. Et si kol n'est pas à l'état construit, donc ça veut dire que hetiv, il faut le distinguer, il faut le séparer. Donc, ce que je propose plutôt, c'est de s'arrêter à hakol. Et hakol, ça veut dire la totalité. Et voilà, la totalité. Et puis ensuite, hetiv, peut-être, à ce moment-là, commencerait une nouvelle proposition. Et donc, à ce moment-là, on aurait Letzavot otam beoznehem et hakol, pour leur commander à leurs oreilles la totalité. La totalité, sont entendu la totalité des instructions divines, des divrei à Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien.
Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce que sinon, on va avoir un petit peu du mal à… voilà. Alors, l'autre solution, sinon, c'est même de commencer la phrase encore avant, parce que d'une certaine manière, le Otam, quand vous dites pour… Alors, on peut soit dire que Otam, ça dépend quel est l'antécédent de Otam. Si Otam, c'est Bnei Israël, hein, on l'a vu plus haut, hein, les Bnei Israël, c'est Otam, donc pour leur enseigner à eux, et vous avez Beoznehem à leurs oreilles. Et le Hem, c'est encore les fils d'Israël. Est-ce que ce ne serait pas un peu redondant de dire pour leur enseigner à eux, c'est-à-dire les fils d'Israël, à leurs oreilles à eux, des fils d'Israël? L'autre solution, c'est de dire que Otam, c'est les divrei Torah. Donc l'antécédent de Otam, c'est les… Donc pour enseigner, les ordonner, pardon. Donc pour les ordonner, c'est-à-dire ordonner quoi? Les paroles de la Torah, Beoznehem, à leurs oreilles à eux, c'est-à-dire les fils d'Israël. Et du coup, si le Otam se réfère déjà au divrei Torah, et Hakol, ça paraît un peu bizarre de dire, donc pour ordonner les paroles de la Torah à leurs oreilles, la totalité. Ben non, là, c'est un petit peu lourd. Donc, une autre solution à ce moment-là, c'est que Et Hakol, déjà, pourrait être le début d'une nouvelle phrase. Donc, on dirait à ce moment-là, donc, pour leur ordonner, pour les commander à leurs oreilles, hein, donc les préceptes, les paroles de la Torah, donc pour les ordonner, pour les commander à leurs oreilles. Donc, pour ordonner les préceptes de la Torah, les paroles de la Torah, aux oreilles des fils d'Israël. Point. Et ensuite, on commence une nouvelle phrase, Et Hakol, Hetiv, Asher, etc., etc. On verra. Ça, je pense qu'il faut laisser ça pour la prochaine fois, parce qu'on arrive à la fin de la séance. Mais vous verrez, effectivement, il faut… on va voir la suite. Quand on verra la suite, ça nous aidera à trancher un petit peu, savoir à quel moment on arrête notre phrase et on commence la suivante. Ça va pour vous? Des questions sur ce qu'on a vu? Non, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien travaillé. Continuez à avancer pour la prochaine séance. On va essayer d'aller progressivement un peu plus vite. C'est normal, hein, c'est un exercice qui est nouveau pour vous. Donc, c'est sûr qu'au début, on a un petit peu de mal à vocaliser, on prend du temps. Bon, voilà, on rappelle des règles. Vous allez vous familiariser. Avec le temps, ce sera de plus en plus facile. Donc, rassurez-vous, si vous sentez que c'est un petit peu difficile, un peu fastidieux, dites-vous que voilà, si au début, c'est pareil, quand on commence à faire du vélo, on tombe souvent et puis après, petit à petit, on finit par avoir de l'habitude. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été ravi de passer cette séance avec vous. Je vous souhaite un bon travail. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.